Alors bonjour à tous. Je vous remercie d'être venus pour m'écouter un moment dans le cadre de cette université Interage. Lorsque Jacques Thiers, directeur du CCU, m'a demandé de... Vous m'entendez? Voilà. M'a demandé de venir, je dirais, animer une conférence sur les Lucciardi. J'ai accepté bien volontiers. Mais ça a été également pour moi un peu, je dirais, une source d'inquiétude dans la mesure où j'ai publié sur cette famille d'instituteurs et de poètes corses un ouvrage il y a à présent 2 ans, et j'ai été amené également à faire cette conférence. Alors je ne redirai pas la même chose parce que je parle sans notes. En revanche, je redoute toujours comment dirais-je, d'être redondant, hein, dans mon propos. Alors, je vais tout d'abord me présenter. Moi, je suis Eugène Guérard, je suis professeur ici à l'Université de Corse. J'ai un parcours qui m'a conduit à la fois sur le terrain des études corses, mais également sur le terrain de l'histoire. Et ma spécialité, en tant que chercheur, c'est l'histoire culturelle de la Corse, et non seulement de la Corse, mais également des échanges que la Corse et les Corses ont pu nouer à travers les âges, à travers les siècles. Et voilà, hein, pour ce qui est, en quelques mots, à grands traits, ma spécialité comme chercheur et comme universitaire. Alors, les Lucciardi, puisque c'est le titre de l'ouvrage et le titre de la conférence, les Lucciardi, c'est une famille corse originaire de Sant'Ubedru-d'Inde, dans la région du Nebbio, pour ceux qui connaissent, euh, à proximité de Saint-Florent, d'Olette, pour situer le village. Un village important dans ce sens où c'est un village, quand on regarde la population, la démographie de ce village à travers les siècles, on s'aperçoit que c'est un village qui est relativement peuplé, hein. La population dépasse allègrement les 1000 habitants. Je parle sous le contrôle de mon collègue Denis Jouffroy, qui est originaire de Sant'Ubedru. Si je dis des bêtises, tu m'arrêtes. Un village important. Et cette famille a joué dans la vie, la vie municipale et la vie culturelle également de ce village et de cette région, un rôle également essentiel et un rôle considérable, hein. Alors, comment j'ai été amené à travailler sur cette famille? Parce que moi, je ne suis pas originaire de cette région, hein, donc ce n'est pas un choix, c'est pas le choix du cœur, c'est pas ce choix-là qui m'a entraîné sur la voie de ce travail universitaire qui a abouti à un ouvrage il y a 2 ans. Eh bien, tout simplement, la vie nous réserve quelquefois d'heureuses surprises. Et l'heureuse surprise, ça a été pour moi de rencontrer l'héritier de cette famille, l'un des derniers petits-fils du poète Jean-Pierre Lucciardi, Jacques Lucciardi, qui est décédé depuis, et qui a mis à ma disposition toutes les archives concernant cette famille. Alors, ce qui était fort intéressant pour moi en tant que chercheur, c'est que l'ensemble de la documentation est resté figé, hein, depuis la mort du poète, j'en parlerai tout à l'heure, depuis 1928. Toute la documentation, lorsque je suis rentré dans la demeure, hein, des Lucciardi tout en haut du village, hein, à Sant'Ubedru, eh bien, ça a été pour moi comme remonter dans le temps, puisque toute la documentation, hein, et ça c'est quelque chose qui est précieux, d'avoir ce corpus documentaire constitué, hein, et sans corpus qui n'a pas été dispersé au gré des successions, parce que c'est souvent ça qui pose problème aujourd'hui quand on travaille sur le terrain de l'histoire culturelle. On est amené à travailler dans les bibliothèques,
ce type de documents qui nous intéressent, les correspondances. Et bien aujourd'hui, par le gré des successions, des ventes de biens, on perd souvent la trace de cette documentation. Là, ce n'était pas le cas. Toute la documentation avait été conservée au même endroit, dans des malles, dans des bibliothèques. Et je dirais, on aurait pu faire presque de la stratigraphie, c'est-à-dire les documents les plus anciens se trouvaient au bas des étagères, les plus récents en haut. Bon, c'était quelque chose à la fois d'émouvant, d'intéressant, de pouvoir accéder à l'ensemble de cette documentation. Alors, moi, je m'y suis intéressé à cette famille parce que, je l'ai dit tout à l'heure, mon domaine de recherche est l'histoire culturelle. Et plus précisément, je travaille l'histoire de la littérature corse, mais également l'histoire de l'éducation. Bon. Et il se trouvait que, en travaillant sur cette famille corse, eh bien, je joignais, j'allais dire, l'utile à l'agréable, puisque c'est une famille qui, à la fois, où brillé, où se sont illustrés des poètes corses d'un certain renom, dont la réputation a franchi les limites du village et de la Piève. Et puis également, cela m'a permis de travailler, d'entrer dans l'histoire de l'éducation corse des XVIIIe et XIXe siècles et premier quart du XXe siècle. Alors, dans cette famille Luciardi, qui est une famille qu'on qualifierait de famille de petits notables ruraux, ce sont des notables ruraux, c'est-à-dire une famille qui vit certaines formes d'aisance, qui ne peut pas qualifier de... Bon, n'appartient pas à la bourgeoisie, ce n'est pas les grands négociants bastiais du XIXe siècle. En revanche, c'est une famille qui dispose d'un certain nombre de moyens financiers qui, avec des enfants, dès le XVIIIe siècle, qui sont scolarisés, ce qui n'est quand même tout de même pas rien dans la Corse du XVIIIe siècle. Et également, ce qui est remarquable dans cette famille, mais je crois que cet exemple-là, on peut le retrouver, si on fait un périple des villages de Corse, eh bien, c'est cette soif d'apprendre. Ce qui est frappant et également poignant et émouvant quand on étudie cette famille sur un temps relativement long, sur plusieurs générations, c'est cette volonté d'apprendre, cette soif de culture et d'instruction. Je crois que c'est quelque chose qui est frappant, et de voir également comment, au fil des générations, au fur et à mesure que le temps passe, le niveau intellectuel de cette famille s'élève également, puisque les premiers sur lesquels j'ai travaillé, Carlone et Luciardi, ce sont des bûcherons, évidemment des chefs de famille qui savent lire et écrire, ce qui n'est tout de même pas rien dans la Corse de ce temps-là. La seconde génération des instituteurs sous la Révolution française, mais également sous la Restauration, tout au long du XIXe siècle, jusqu'à Jean-Pierre Luciardi, qui est véritablement la figure, sans doute le personnage le plus intéressant parce que le plus complexe. Le plus complexe et le plus contradictoire dans ses attaches culturelles, idéologiques, politiques. J'aurai l'occasion d'y revenir. Donc une famille de notables ruraux, classiques, avec connaissance à chaque génération des individus qui savent lire et écrire, une bibliothèque avec des ouvrages du 18e, des ouvrages classiques, de littérature classique italienne du XVIIIe siècle. Qu'est-ce qu'on retrouve dans la bibliothèque de lettrés, de notables corses au XVIIIe et au XIXe? Eh bien, le Tasse, l'Arioste, la littérature classique italienne, Dante, et je le redis, cet amour de la connaissance et du savoir. Donc, le personnage le plus ancien auquel je me suis intéressé, c'est Domenico Maria Luciardi, qui est prêtre de son état. Là aussi, on parle souvent de la Bretagne comme une terre
de prêtres, hein, la terre des prêtres. Je crois que la Corse également au XVIIIe et au XIXe siècle, quand on regarde les dénombrements, les recensements de la population corse, village par village et piève par piève, on est souvent aujourd'hui, nous vivons dans une société qui est sécularisée, hein, eh bien, on est surpris de voir le nombre de prêtres et de prêtres par village et par famille et par génération. Donc, il y a la figure de ce prêtre Domenico Maria Luciardi, qui est un paoliste. Hein, c'est quelqu'un qui, pendant la guerre d'indépendance de la Corse, hein, eh bien, prend fait et cause pour Pascal Paoli, les Luciardi sont alliés à Paoli. C'est un personnage qui alphabétise Domenico Maria Luciardi parce qu'il est prêtre. Hein, il alphabétise les jeunes du village. Hein. Le curé, c'est souvent également le maître d'école dans la Corse du XVIIIe siècle, et il est le précepteur des enfants de la famille, hein, de ses petits-neveux. Ça, c'est quelque chose qui est resté par tradition orale chez les Luciardi. Eh bien, le Domenico Maria, l'abbé Domenico Maria Luciardi, a appris à lire, à écrire, à ses neveux, à ses petits-neveux, et par conséquent leur a ouvert également le chemin, hein, vers la connaissance et vers l'instruction publique. Il y a ensuite, alors Domenico Maria Luciardi, il est également connu pour avoir été le prêtre qui a baptisé, hein, mais ça c'est pour l'anecdote, qui a baptisé Joseph Fieschi, hein, qui avait fait en 1833, me semble-t-il, une tentative d'assassinat contre la personne, crime de lèse-majesté contre le roi Louis-Philippe. Autre personnage important de cette lignée des Luciardi, c'est près des villages, hein, Antoine Sébastien Luciardi, qui a été instituteur, l'un des tout premiers instituteurs corses sous la Révolution française, et plus précisément sous le Directoire, hein, en 1797, lorsque la Corse redevient française, hein, après l'épisode du royaume anglo-corse. Eh bien, les autorités du département du Golo décident de recruter des instituteurs. Donc il y a des commissions qui sont des commissions de notables, là aussi, hein, qui se réunissent dans chaque canton et qui ont pour mission de recruter l'UFM. Les écoles normales n'existent pas encore, bien évidemment. Donc ces instituteurs sont recrutés sur le tas. Ils passent un examen qui est un examen très avec des épreuves qui n'en sont pas. Hein. On vérifie la connaissance du français. Et on s'aperçoit que c'est souvent là que le bas blesse, c'est-à-dire que les élites corses ont les plus grandes difficultés à s'exprimer convenablement en français, pour la bonne et simple raison, c'est qu'elles ont appris à lire et à écrire en italien. Elles s'expriment en corse. La corsophonie, elle règne, hein, dans tous les villages, mais la langue des élites, c'est l'italien. Donc, ce problème de la connaissance de la langue française, langue nationale, hein, on est sous la Révolution française, avec tout ce que la langue française véhicule, hein, comme idéal, hein, langue de la liberté, la langue également des cours, hein, langue de la diplomatie, et par conséquent, dans la Corse de la fin du XVIIIe et du début du XIXe, on s'aperçoit que la connaissance du français, elle est limitée à quelques individus qui connaissent le français, mais qui sont ultra minoritaires. Donc, Antoine Sebastiano Luciardi est recruté comme instituteur. J'ai retrouvé, en travaillant dans les archives départementales de la Haute-Corse, un fonds dans la série L, hein, le fonds révolutionnaire. Eh bien, se trouve les diplômes, hein, avec la liste de ces premiers instituteurs. Ce sont les tout premiers qui portent le nom d'instituteurs, hein, puisque dans la Corse génoise,
il y avait des maîtres d'école, fonction qui était assurée généralement par les notaires, le plus souvent par les prêtres, c'est-à-dire par des individus dont la profession imposait la connaissance de l'écrit, hein, de savoir lire et écrire. Hein. Évidemment, le prêtre, il est passé par le séminaire et par conséquent, il doit, hein, puisqu'il consigne également sur les registres paroissiaux les baptêmes, les mariages et les décès. Donc, il est recruté comme instituteur. Ces premiers instituteurs corses du directoire, finalement, exercent pendant 3 ans. Ils ont un statut qui est un statut précaire, mal rémunéré, très mal perçu également par la population corse, hein, puisque ils traînent l'image d'être des anticléricaux notoires, ce qui n'est pas toujours le cas, on le verra. Hein. Et par conséquent, cette expérience des instituteurs de la Révolution française va faire, je dirais, va disparaître rapidement. Hein. Le mot d'instituteur, il ne faut pas perdre de vue que c'est Condorcet, hein, dans un rapport à la Convention nationale, qui utilise ce mot d'instituteur. Hein. L'instituteur, finalement, c'est celui qui institue la jeunesse, qui l'éduque, hein, qui l'instruit, mais également qui l'éduque. Et Louchard, dit Antoine Sébastien, a été, hein, il fait partie de cette première génération d'instituteurs corses. Et il est également connu pour avoir été un grand poète, un très grand poète de tradition orale, dont les compositions sont... j'en ai rassemblé un certain nombre ici dans mon ouvrage. Poète qui, bien évidemment, a laissé, hein, une trace importante dans la littérature corse, la littérature, j'allais dire, du canton, hein, la littérature de Sant'Ubedru et du Nebbio, mais également plus largement aujourd'hui, je fais un cours sur la littérature du 19e siècle, eh bien, immanquablement, je suis amené à parler, hein, et à faire travailler, hein, mes étudiants sur les compositions d'Anton Sébastien Louchard, qui est un poète burlesque, quelqu'un qui manie une ironie mordante. C'est un plaisir. Hein. Ces poésies n'ont pas du tout vieilli, elles n'ont pas pris pas une ride. Hein. C'est véritablement un bonheur que de travailler sur ce personnage. Et le personnage qui se taille la part du lion dans l'ouvrage est celui qui est, à mon sens, non pas le plus intéressant, mais le plus passionnant, c'est le dernier du nom, hein, Jean-Pierre Louchard, dit instituteur également et poète, qui est l'arrière-petit-fils d'Anton Sebastiano Lucciardi. Hein. Il y a comme ça des parcours qui sont des vies parallèles dans cette famille. C'est ça qui est surprenant à analyser, c'est que Anton Bastiano Lucciardi était instituteur et poète. Eh bien, son arrière-petit-fils sera également, 2 générations après, hein, sera également instituteur et poète. Alors, instituteur, c'est un hussard noir de la République. Hein. Jean-Pierre Louchard, il voit le jour en 1861. Nous sommes sous le Second Empire. Le Second Empire, c'est un régime qui est très populaire, de manière générale, dans les campagnes en France, et qui est très populaire également en Corse. Hein. Napoléon III mène en Corse une politique qui est une politique de grands travaux, d'infrastructures, une politique paternaliste, mais également une politique qui est une politique d'écoute, hein, d'attention qui est portée à la Corse. Pour l'anecdote, hein, il viendra une seule fois, Napoléon III, en Corse. Il viendra à la maison sur la route qui le mène
vers l'Égypte, où il va inaugurer avec l'impératrice Eugénie et le prince impérial le canal de Suez. Il va, le yacht impérial, l'Aigle, va s'arrêter à Ajaccio et il va avoir des mots qui vont bien évidemment toucher le cœur des Corses, en disant mais finalement je viens ici non pas simplement comme souverain, comme chef d'État, visiter un département français comme un autre, je suis ici dans ma famille. Et par conséquent, ces mots-là touchent la Corse, touchent les Corses, et c'est un régime qui est populaire et il serait d'ailleurs intéressant de poursuivre les études sur cette période qui est, tout compte fait, assez mal connue. Le Second Empire en Corse, on le connaît très très mal. Pourtant, c'est une époque qui est assez proche de la nôtre. La documentation ne manque pas, mais il faudrait pouvoir poursuivre les investigations, les recherches, les synthèses sur ce terrain du Second Empire. Donc, il voit le jour, Jean-Pierre Luciardi, en 1860. Il apprend à lire, à écrire. Il va à l'école, au village. Alors, il y a déjà des instituteurs publics, qui ne sont pas les instituteurs de la Troisième République, mais il faut savoir que tout au long du XIXe siècle, le XIXe siècle, c'est le siècle éducatif par excellence. Dans la Corse de 1860, il y a des instituteurs publics qui ont un statut, c'est vrai, très précaire, mais qui, je dirais, bénéficient de l'écoute des maires et puis également des curés, puisque l'instituteur est placé sous la double autorité à la fois en 1860 du maire et du curé du village. Et on va publier, je le dis, j'ouvre une petite parenthèse, j'aurais aimé pouvoir vous montrer les premiers exemplaires de l'ouvrage. On va publier avec un certain nombre de mes collègues un ouvrage qui va paraître là ces jours-ci, un ouvrage collectif que j'ai dirigé qui s'intitule « Être instituteur en Corse sous le Second Empire ». Et nous publions 80 cahiers d'instituteurs corses qui avaient été interrogés par le ministre de l'Instruction publique Gustave Rouland, ministre de Napoléon III, qui avait interrogé la base, les instituteurs, en leur demandant, voilà, que feriez-vous pour améliorer les conditions de l'enseignement dans les villages ? Et pour la Corse, 80 instituteurs ont répondu, des réponses fort intéressantes, parce qu'ils utilisent le jeu autobiographique, je veux dire, ils parlent à la première personne, ils parlent de leur statut, ils parlent de leur vécu, ils parlent de leurs difficultés, et ces documents sont conservés aux Archives nationales. Moi, je les ai... J'ai travaillé sur cette documentation et il m'a semblé utile de les mettre à disposition d'un public large, d'un grand public, et c'est quelque chose qui va paraître prochainement. Donc, Jean-Pierre Luciardi, naissance sous le Second Empire, une enfance corse, une jeunesse corse, quelqu'un dont le corse est la langue maternelle, ça, il n'y a aucune ambiguïté, il l'a écrit, il le dit, dans les textes, il dit le corse, je l'ai appris au berceau. Quelqu'un qui apprend la langue italienne à l'école primaire, à l'école à Sant'Ubedro, le toscan, mais également le français, et qui, au moment après la chute du Second Empire, après 1870, après Sedan, eh bien, va intégrer l'école normale d'Ajaccio. Il va y passer 4 ans. Alors, l'école normale, au début de la Troisième République, au tout début de la Troisième République, il faut bien voir que le régime, c'est un régime qui rappelle le régime des internes de l'école normale. C'est un régime qui rappelle à la fois le couvent et la caserne. Donc avec une discipline qui est une discipline très, très rigide, très dure, et qui forge bien évidemment des caractères, des tempéraments. On ne sort pas indemne
d'une formation reçue à l'école normale d'Ajaccio, d'autres écoles normales également à travers la France, mais je parle d'Ajaccio à la fin du XIXe siècle. Et il est, Jean-Pierre Louchard dit, le prototype même du hussard noir de la République, pour reprendre la belle formule du poète Charles Péguy, évoquant ces instituteurs de la Troisième République, mais parlait, finalement, ce sont les hussards noirs de la République, c'est-à-dire des missionnaires qui vont porter dans les villes, mais surtout dans les campagnes du territoire français, eh bien, la langue française, la culture scolaire, j'en dirai deux mots, donner à tous les petits Français une culture commune, et c'était une nécessité dans la France de la fin du XIXe siècle, puisque le Second Empire s'est effondré comme un château de cartes. Comment un pays comme la France, qui était, avec la Grande-Bretagne, avec le Royaume-Uni, pays en avance, en pointe, à tous les niveaux, sur le plan économique, sur le plan démographique, eh bien, s'effondre à la fin du XIXe siècle. Et il y a là une interrogation chez les élites françaises. Renan et d'autres se sont interrogés. Et l'une des raisons qui a été donnée par les élites, mais également par les gouvernants, eh bien, c'est de donner une culture commune. Ça passe par la langue, ça passe par d'autres savoirs, l'histoire scolaire, la vis. On a tous ici appris l'histoire de France à travers des manuels qui sont des manuels hérités de ce modèle de la Troisième République. C'est Vercingétorix qui dépose les armes devant César, au pied de César à Alésia. C'est Saint-Louis qui rend la justice sous son chêne. Donc ces images de l'histoire scolaire, elles constituent finalement le bagage qui va être celui des enfants des premières générations de la Troisième République. Et ces hussards noirs, le hussard, c'est un mot, c'est un corps, ce sont des militaires, ce sont des soldats. Eh bien, ces instituteurs, ils sont comparés à des soldats. Ce sont à la fois des soldats et des missionnaires, non pas en terre inconnue, mais qui vont se charger d'instruire, d'éduquer, de faire apprendre le français, quelquefois aussi par la contrainte. Et Jean-Pierre Louchard dit, et de ces hussards noirs, il fait partie de cette première génération des instituteurs, mais un hussard noir un peu particulier, un peu spécifique, parce qu'il est corse. Alors, ce n'est pas le fait d'être corse qui nécessairement entraîne la spécificité. Il est spécifique, pourquoi ? Il est, quand il sort de l'école normale, il est armé pour enseigner. Il va enseigner dans beaucoup de villages de Corse. Il va être affecté d'abord dans le Niolu. Il va rejoindre le Niolu à la fin du XIXe siècle. Il a écrit des pages admirables sur être instituteur dans le Niolu à la fin du XIXe siècle. C'est pas rien. Il va enseigner également du côté de Sartène, à San Nicolao i Moriani, sur la plaine orientale, et il va terminer sa carrière, il va enseigner à Bastia, il va enseigner dans son village. Donc, les instituteurs de ce temps-là, je dirais, ont une expérience, ont des connaissances qui sont des connaissances obtenues dans les écoles normales, et puis également une expérience qui est une expérience obtenue au contact des populations, recrutement qui se fait local. Là aussi, moi je suis très, comment dirais-je, ça m'amuse toujours, quand on parle de l'école de la Troisième République, qui aurait été une école particulièrement répressive à l'égard des langues et des cultures régionales. L'école ferriste, l'école voulue par Jules Ferry, l'école laïque, gratuite et obligatoire, il est vrai que l'usage de la langue corse était la plupart du temps
c'était quelque chose qui n'était pas admis dans les enceintes scolaires et même dans les cours de récréation. Mais toutefois, je crois qu'il faut être particulièrement prudent parce que le mode de recrutement de ces instituteurs, il est resté départemental. C'est-à-dire qu'en Corse, dans la Corse de la fin du XIXe siècle et du XXe siècle, les instituteurs qui enseignent en Corse, ils sont très majoritairement corses et corsophones. Donc, là aussi, attention à ne pas avoir une vision qui est caricaturale de la Troisième République, et notamment de cette Troisième République qui se serait montrée impitoyable à l'égard des langues et des cultures régionales. Je crois que là aussi, il y aurait des études, des recherches, des travaux qui permettraient de modérer des conclusions qui sont des conclusions aujourd'hui et qui me semblent un peu hâtives. Donc, un instituteur de la Troisième République, ferriste, c'est amusant d'en faire le portrait de Jean-Pierre Louchard. Il correspond, mais même physiquement, à l'image qu'on peut se faire de l'instituteur de la Troisième République, c'est-à-dire une chemise blanche, la redingote ou une veste noire, le port de la moustache et de la barbe taillée, le cheveu court. Il est sur les photos toujours un regard sévère. Il sourit rarement sur les clichés photographiques. Donc on a véritablement cette image de l'instituteur qui est devenu dans la société corse et plus largement dans la société française de l'époque, un notable. Ce que n'était pas l'instituteur au XVIIIe et dans la première moitié du XIXe, et même sous le Second Empire, où l'instituteur est très mal perçu. Il perçoit un salaire qui lui permet à peine de survivre. Sous la Troisième République, il devient un notable. Il devient un notable qui est consulté par la population pour des tas de problèmes. Ça peut être calculer la superficie d'un terrain, comprendre une règle d'orthographe. Donc il est devenu l'instituteur, un notable dans la société corse de la fin du XIXe siècle. Et Jean-Pierre Louchard est un personnage qui est attachant, intéressant, et personnage qui est pétri non pas de contradictions, mais un personnage de fidélité, j'allais dire, multiple, pluriel. Et c'est ça qui le rend attachant. Il n'est pas d'un seul bloc, il n'est pas d'un seul morceau. Il est tout à la fois, et ça c'est quelque chose qui est assez rare quand on étudie le corps des instituteurs corses. On ne retrouve pas la même chose dans l'histoire de l'éducation du continent français. Si je vais en Bretagne, si je observe les instituteurs dans le sud-ouest de la France, eh bien, c'est pour ça qu'il y a des conflits qui sont des conflits très durs entre les cléricaux, les anticléricaux. Et ce n'est pas le cas, ou très peu, quand on observe les enseignants et ces instituteurs corses de la Troisième République, eh bien, on s'aperçoit qu'ils s'efforcent du moins de combiner, et de combiner quoi ? Eh bien, de combiner leur formation, c'est-à-dire qu'ils ont pour mission de faire apprendre le français, d'instruire, ça c'est leur métier, c'est leur mission. Ce ne sont pas des anticléricaux farouches, opiniâtres, ce ne sont pas des bouffeurs de curés, comme on peut les retrouver. On peut retrouver des instituteurs dans le sud-ouest de la France avec. C'est pas du tout le cas. Il y a un équilibre, alors qui n'en est peut-être pas un, mais en tout cas, quand on étudie la documentation, quand on fait ce travail de recherche dans les archives et dans les textes, on s'aperçoit qu'il y a cette quête d'un équilibre entre la culture qui est la culture apprise à l'école, la culture française, puisque l'histoire culturelle de la Corse au XIXe siècle, si on devait la résumer en un mot, ça serait francisation.
Francisation des élites, francisation du peuple et des masses dans un second temps, c'est ce mot-là, c'est acculturer, faire en sorte d'agréger la Corse. Alors bien évidemment, il y a eu Napoléon Ier, Napoléon III, qui est un opérateur symbolique qui permet d'intégrer la Corse à l'histoire nationale française, au roman national, mais il n'en demeure pas moins que la population ne parle pas français, ou parle très mal, et très peu. Donc, il y a cette recherche d'un équilibre entre la culture française, culture scolaire, la langue, l'histoire. L'histoire, c'est très important. L'histoire, c'est tout aussi important que la langue. Et on l'oublie trop fréquemment. Donc, la langue, la culture française, mais également sans rien renier de la culture corse, de la culture locale, de la langue corse, de l'histoire de la Corse. Et c'est quelque chose qui ne se fait pas sans difficulté, et notamment quand j'étudie, Jean-Pierre Lucciardi. Alors pourquoi Jean-Pierre Lucciardi ? Je l'ai dit, parce que j'ai eu à ma disposition l'ensemble de la documentation. Ça facilite le travail. Je n'ai pas eu à chercher dans les bibliothèques, dans les archives. J'avais l'essentiel de la documentation à portée de main, les correspondances, les lettres, les articles publiés dans les journaux. C'est quelqu'un qui a écrit, qui a enseigné, mais qui a eu, à côté de ses activités d'enseignant, également une ambition littéraire. Il a écrit, il a publié des recueils de poésie, des recueils, des articles dans la presse bastiaise de la fin du XIXe siècle et du début du XXe. Et donc, l'ensemble de cette documentation permet de mieux le cerner, de mieux le comprendre, et de mieux le comprendre également dans ses contradictions. Ces contradictions, c'est quoi ? C'est le fait qu'il soit là, son métier, c'est de faire apprendre le français. Il y a cette mission qui est la mission de l'instituteur de la Troisième République, et il y a également cet attachement qui est un attachement presque pieux à la langue et à la culture corse. Alors ça ne passe pas sans un comportement qui est quelquefois un peu schizophrénique. Je crois que chez les Corses de cette génération, de la fin du XIXe siècle, je ne dis pas qu'ils sont tous schizos, je ne veux pas verser non plus dans la psychologie du café de commerce, mais quand on lit attentivement les textes de Jean-Pierre Lucciardi et de quelques autres, eh bien, on s'aperçoit qu'ils ont toutefois des difficultés à faire la synthèse entre l'attachement à la langue française, attachement à la langue corse. Tout ça, ils essayent de trouver l'équilibre, mais ça se télescope. Ça se télescope, et je vais prendre un exemple précis. Jean-Pierre Lucciardi va écrire, va composer un nombre considérable de poèmes. C'est un poète. Alors d'abord, il écrit en français. Quand il est jeune, il écrit en français. Il écrit en français des alexandrins qui sont des imitations des grands poètes français du XIXe siècle. Alors là aussi, il a bu à la source scolaire. C'est Victor Hugo, c'est Lamartine, c'est Vigny, c'est Musset. Et donc, il compose des poèmes qui sont des poèmes de pâles imitations de la littérature française du XIXe siècle. Et puis, peu à peu, il renonce à écrire des textes littéraires en langue française et il vient à la langue corse. Alors, il y a un moment qui est un moment important dans son existence, c'est la mort de son fils aîné, Charles Lucciardi, qui est un élève brillant du lycée de Bastia, qui rafle tous les prix et qui disparaît, qui meurt dans des
dans une situation, un contexte assez tragique. Hein. Il meurt le soir de Noël, le 25 décembre 1905. Hein. Il est malade, il est tuberculeux depuis de nombreux mois, et puis la maladie l'emporte. Et Jean-Pierre Louchard, dit l'instituteur et le poète, traverse une période qui est une période de dépression, hein, de dépression très forte, et il renonce peu à peu à écrire en français des textes littéraires, et il passe à l'écriture en langue corse. Et quand il écrit en langue corse, hein, certains de ces textes sont des textes qui ont, comment dirais-je, qui se lisent aujourd'hui encore avec plaisir. Hein. Certains textes n'ont pas beaucoup vieilli. En revanche, hein, il y en a d'autres, écrits également en langue corse, qui posent problème à l'historien, et même à l'historien de la littérature, parce que on voit très bien qu'il y a dans sa tête, dans la tête du notable rural, qui est aussi instituteur, qui est aussi poète, qui est aussi un chef de famille, ça devient peu à peu le patriarche, hein, il a toutes ses casquettes. Hein, eh bien, on s'aperçoit très bien qu'il y a des idées, hein, qui sont des idées contradictoires, qui se télescopent. Et par exemple, l'image de la France dans les textes en langue corse de Jean-Pierre Louchard, c'est quelque chose qui est aujourd'hui encore, il faudrait le soumettre, je ne sais pas moi, un psychanalyste ou un psychologue pour qu'il nous explique, hein, la manière dont il parle de la France. Hein, la France, elle est omniprésente, même dans des textes qui n'ont rien à voir, hein, ni avec la langue française, ni avec l'histoire nationale. Eh bien, il trouve le moyen de citer, hein, de mentionner son quoi ? Son adhésion à la France et à la France de la Troisième République. Hein. Lorsqu'il publie son recueil Cantigorsi, hein, il prend le soin, qui est publié en 1920, un an ou 2 ans avant sa mort, il prend le soin d'adjoindre une introduction qui est une très longue introduction où il explique en 2 mots, hein, il explique, attention, j'ai écrit en corse, mais le fait d'écrire en corse, ce n'est pas une agression, hein, pour la langue française. Hein. Ce n'est pas parce que j'écris en corse que je ne suis pas un bon français. On retrouvera cette thématique-là ensuite pendant l'entre-deux-guerres, hein, et on est pendant l'entre-deux-guerres, hein, dans l'Anougorsu, hein, revue du cyrénéisme, hein, nous voulons faire une œuvre corse de bon français. Fermez les guillemets. Hein. Donc, moi, en tant qu'historien, j'observe. Hein, je ne porte pas ni de jugement de valeur, mais lorsque je dis que l'image de la France pose problème, hein, dans les textes littéraires de Jean-Pierre Louchard, on voit très bien qu'il essaye de faire la synthèse entre la langue corse, qui est sa langue maternelle, qui est sans doute la langue qu'il parle le mieux avec le français. Hein, parce que moi, j'ai eu la chance et le grand bonheur de pouvoir recueillir des témoignages familiaux. Hein. J'ai rencontré le petit-fils de Jean-Pierre Louchard, et je lui ai posé la question. Je lui ai dit, mais écoutez, mais votre grand-père, avec vous, à la maison, il s'exprimait en corse ou en français? Alors, il me disait, à la maison, en corse. Nous ne parlions qu'en corse. C'était l'instituteur, hein, avec le respect qui était dû ou maestre, ou en Corse, c'était quelque chose, hein, dans la Corse de ce temps-là. Bon, il ne s'exprimait qu'en corse. En revanche, hein, bien évidemment, dans ses activités professionnelles, il ne s'exprimait qu'en français. Il était particulièrement terrible, hein, lorsqu'il entendait les enfants parler corse. Hein, il les apostrophait quelquefois de façon, c'était pas, hein, parla de Vrencese et Mansa di Burchi, hein, donc pratiquement il insultait, hein, ses élèves, mais
parlait une langue française. Jacques Louchard, il me disait, il prenait toujours le soin d'utiliser, de ne pas redire deux fois le même mot, il utilisait un synonyme. Donc il y avait ce respect, ce respect dû à la langue corse, mais ce respect dû également à la langue française. Personnage complexe parce que l'image classique de l'instituteur de la Troisième République, c'est l'instituteur qui est anticlérical, c'est l'instituteur qui s'oppose à l'école des prêtres, à l'école catholique, puisque l'histoire de la France au XIXe siècle, c'est l'histoire d'un pays où l'Église, et l'Église avec une majuscule, l'institution, est réellement un pouvoir. L'Église a longtemps été religion d'État, les prêtres sont salariés. Et la Troisième République, peu à peu, jusqu'à la loi de 1905 de séparation de l'Église et de l'État, va couper ce cordon ombilical entre l'État, l'école et l'Église. Et Jean-Pierre Louchard dit, et c'est pas du tout un anticlérical, je veux dire, c'est quelqu'un qui va à la messe, qui communie. Il est intéressant parce que il échappe aux classifications un peu souvent caricaturales qui sont celles, l'image, le stéréotype de l'instituteur de la Troisième République qui serait laïcard. Il n'est pas tout ça. Il est, bien évidemment, il est chargé de transmettre la langue française. Il est catholique, j'allais dire, il va à la messe, il communie, il entretient de bonnes relations avec les ecclésiastiques. Il écrit même des articles dans un journal bastiais qui s'intitule Le Sillon de la Corse à la fin du XIXe siècle et qui est un journal catholique et même très catholique. Il a des incohérences également avec le radicalisme, mais le radicalisme façon Troisième République, avec Léon Bourgeois, il n'est pas franc-maçon. Donc il y a là, il signe des articles d'un pseudonyme populo, il lit Jaurès, mais il essaye tant bien que mal de faire la synthèse de fidélités qui sont des fidélités multiples, plurielles. Alors effectivement, je le disais tout à l'heure, ça ne se fait pas sans difficulté. Il est là où il est le plus mauvais, sur le plan littéraire, j'entends, sur le plan littéraire. Là où il est le plus mauvais, c'est ces poèmes qui sont des poèmes va-t-en-guerre. On va fêter là, on va commémorer plutôt, on va commémorer dans 2 ans le 100e anniversaire du début de la Première Guerre mondiale. Et bien, au moment où débute la Première Guerre mondiale, en 1914, il n'est pas mobilisé, mais en revanche, il participe je dirais, de l'enthousiasme populaire qui consiste à dire on va en quelques semaines s'emparer de l'Allemagne et entrer à Berlin. Il publie des poèmes qui sont des poèmes très durs. Même à la limite, certains sont... J'en ai publié quelques-uns ici, en 1914 et pendant toute la Première Guerre mondiale en Corse, qu'il publie en Corse, contre l'Allemagne. Alors effectivement, ennemi héréditaire, mais avec une langue, il faut écraser la tête. Il y a des descriptions, des images qui sont des images aujourd'hui d'une violence, mais alors d'une violence inouïe. Inouïe. Il faut sacrifier. Les jeunes Corses doivent être les premiers à se sacrifier. Alors là, on reconnaît bien évidemment à la fois l'instituteur, mais également le patriote, parce qu'il est patriote, à la fois patriote corse et français, et il essaye de faire la synthèse des deux, et il essaye de faire la synthèse des deux, notamment dans par exemple, Maria Gentile, qui est une pièce de théâtre, une pièce de théâtre. Il n'y a pas un sujet qui est plus, j'allais dire, qui
plus difficilement défendable pour l'image de la France en Corse que celui-là. Maria Iantil, et c'est grosso modo, c'est l'Antigone corse. C'est un épisode de l'histoire de la Corse qui se passe pendant la guerre, au moment de la conquête française de la Corse, et un jeune Corse accusé de mille choses, eh bien, se voit interdire par un général français d'avoir une sépulture digne de ce nom. Donc on l'interdit. Et par conséquent, on voit là véritablement qu'il parvient là aussi à essayer de faire la synthèse entre cette attache, cette adhésion au principe de la Troisième République, ceux de la liberté, égalité, fraternité, qui sont la devise de la République, mais également son attachement à la langue, à la culture corse. Et c'est quelque chose qui ne se fait pas sans difficulté. C'est quelque chose qui ne se fait pas sans difficulté. Et on s'aperçoit qu'il éprouve. Il éprouve, quand on lit ces textes, j'en ai rassemblé ici, pas tous, parce que si je devais rassembler tous les textes écrits par Jean-Pierre Lucciardi, il faudrait publier plusieurs volumes. J'ai fait une sélection de ces textes, ceux qui me semblaient les plus représentatifs. Eh bien, on s'aperçoit qu'il y a véritablement, chez ce personnage, comment dirais-je, des contradictions qui le rendent aussi, qui le rendent attachant. Moi, ce qui m'intéresse en tant qu'historien, ce n'est pas d'étudier un personnage qui serait un personnage tout lisse, où il n'y aurait aucune aspérité, où il n'y aurait rien à dire. Là, en l'occurrence, on a un personnage qui est un personnage qui présente justement des nodosités, des difficultés. Et on essaye de se mettre à sa place, de se dire, mais comment il parvient à faire la synthèse entre des attaches qui sont des attaches multiples, des adhésions et des fidélités multiples. On ne sait pas non plus, il a laissé des cahiers, des cahiers, des articles de journaux, donc une masse documentaire qui est une masse documentaire très très importante qui mériterait encore d'être dépouillée, parce que moi le travail que j'ai fait ici, c'est un travail de vulgarisateur, c'est-à-dire de mettre à disposition du public un certain nombre de documents. Mais il faudrait probablement, ce que je pourrais souhaiter, moi, pour une meilleure connaissance de l'histoire de la Corse, c'est de voir ces études se multiplier. Parce que les conclusions que je donne de cette famille et de ces personnages, si je devais retenir deux mots, je crois qu'il y a véritablement chez les Corses, au XVIIIe, au XIXe et même au XXe, il y a véritablement cet amour, réellement, cet amour de la connaissance, cette envie, cette soif d'apprendre, qu'il faudrait sans doute aujourd'hui retrouver, et l'actualité récente nous montre de beaux exemples, et à tous les niveaux. Je crois que cet amour de la connaissance, cet amour de la recherche, cet amour du savoir, c'est quelque chose qui est frappant quand on étudie des générations comme ça de personnages. Là, j'ai eu la chance de travailler sur toute une famille de 1776 jusqu'à 1928. Je les ai suivis sur plus d'un siècle. Et on voit également, on parle de promotion sociale aujourd'hui dans les journaux, à la radio, à la télévision. On dit que le système éducatif, c'est un système qui reproduit les inégalités scolaires. Que quand on est fils ou fille d'ouvrier, eh bien, on ne part pas avec les mêmes chances que si on est issu de couches ou de classes aisées de la société. Eh bien, quand on observe l'histoire de la Corse du XIXe siècle, on voit cette promotion sociale, on la voit à l'œuvre. C'est-à-dire la première génération, qui sont des générations de bûcherons, d'agriculteurs, des instituteurs, et les fils de Jean-Pierre Lucciardi. Alors, il a eu 3 fils. L'aîné est décédé en 1905 à la fleur de l'âge. Il était promis à un avenir, à un bel avenir, puisqu'il devait faire une grande école à Paris. Il meurt à 18 ans. Il meurt à 18 ans. Il est
bachelier. Les élèves du lycée de Bastia, ses camarades, viennent à ses obsèques, prononcent son éloge funèbre. Donc il perd son fils aîné, il en a deux autres, deux garçons. Et ça aussi, c'est anecdotique, mais aussi intéressant à analyser du point de vue de l'histoire familiale. Un de ses fils sera médecin, hein, je dirais un professeur de médecine spécialiste de pneumologie. Hein, et le choix de la spécialité, ça dit également des choses. Hein. Il choisit cette spécialité parce que c'est la tuberculose, hein, qui a emporté son frère. Donc, et on voit là véritablement une famille qui connaît cette promotion sociale, hein, qui prend cet ascenseur social dont on dit aujourd'hui qu'il est en panne. Hein. En suivant sur plusieurs générations, on voit véritablement je dirais cette évolution. Hein, on la touche du doigt, on l'observe, et elle est intéressante à analyser. Et je crois qu'elle a vertu aujourd'hui d'exemple. Hein. L'historien, il n'est pas là simplement pour... enfin, moi, l'image que j'ai de l'histoire, hein, on a souvent l'image de l'historien, c'est quelqu'un qui passe le plus clair de son temps dans les archives, c'est vrai, dans les bibliothèques, c'est vrai, nous y passons beaucoup de temps. Hein. Quelqu'un qui serait déconnecté des réalités, c'est faux. Hein. Et l'histoire, moi, elle m'intéresse, et je crois qu'elle intéresse les historiens dans ce qu'elle peut éclairer, hein, la manière dont elle peut éclairer des questions qui sont également des questions qui sont aujourd'hui des questions socialement vives. Hein, quand je parle d'échec scolaire, quand je parle d'ascenseur social, hein, quand j'étudie cette famille, les Luciardi, hein, je vois là cette soif d'apprendre, cet amour de la connaissance, hein, et sur plusieurs générations, hein, et c'est quelque chose qui a vertu d'exemple, je crois encore aujourd'hui, hein, et qui devrait avoir, alors, cela comme tant d'autres, hein, je crois que par la connaissance et par le savoir, hein, on peut rendre, si ce n'est pas le monde, en tout cas la société un peu plus belle, un peu meilleure que ce qu'elle n'est. Hein. Alors ça peut paraître un peu naïf, très naïf ce que je dis, mais je crois qu'il y a véritablement ce souci. Et je crois que mon rôle d'historien, il est aussi de montrer ces pages d'histoire qui ont vertu d'exemple. Alors, je vais peut-être m'arrêter là. Je crois que je pense que s'il y a des questions, bien évidemment, je pourrais y répondre. Hein. Voilà. S'il y a des questions. Merci à vous.